ce Café de l'innovation un peu particulier puisqu'il est lié à la semaine de l'entrepreneuriat qui a lieu actuellement sur Genève et qui nous a permis aussi de collaborer avec différents acteurs sur le territoire genevois qui font la promotion de l'innovation et de l'entrepreneuriat pour les collaborateurs, pour les professionnels, pour les étudiants et pour les citoyens et citoyennes genevoises. Notre thématique pour notre Café de l'innovation, donc les rendez-vous du mardi, cette édition, on aimerait vous parler de l'entrepreneuriat et l'innovation au service de l'humain au travers de l'histoire de Concerto. Et je vais commencer parce que c'est un café de l'innovation, c'est pas juste un talk où on vous présente des choses, c'est aussi participatif. Donc ma première question, et je sais en regardant mes collègues patients partenaires qui vont lever la main, mais combien d'entre vous connaissez Concerto ? C'est bien, c'est bien. On est un petit peu rassurés, ça veut dire qu'on est quand même sur un terrain un peu connu. L'objectif aujourd'hui pour nous, c'est revenir sur l'histoire de Concerto. Je ne vais pas revenir en détail sur toutes les grandes étapes et les petites étapes, mais aussi raconter comment Concerto est devenu une plateforme d'innovation numérique au service des patients et des patientes des HUG, mais aussi des collaborateurs et collaboratrices de l'institution, et comment l'architecture technique dans laquelle on est rentré nous permet aujourd'hui de déployer des innovations, donc des fonctionnalités à destination de la patientèle de façon plus aisée, et comment on arrive à accompagner ce qu'on appelle l'intrapreneuriat, donc stimuler la culture de l'innovation au sein de l'institution, non pas proposer à tout à chacun de devenir start-upper et partir demain sur le marché externe, mais comment développer des innovations au sein même de son institution pour changer son quotidien et changer les services offerts à notre patientèle. Donc nous sommes deux devant vous aujourd'hui, mais l'équipe Concerto est également présente dans la pièce, donc je propose à l'équipe aussi de lever la main. Tiffany et Claire sont avec nous aujourd'hui et Artan est présent avec moi pour vous présenter Concerto. Petite vidéo introductive, sans son c'est pas grave, on fait le commentaire, il y a une petite musique très mignonne qui passe en fond et qui vous présente en parallèle certains des visages de nos collègues qui ont travaillé sur la solution Concerto. Vous y voyez un jeu d'acteurs incroyable. Pour la petite anecdote, le jour où on a tourné cette vidéo, c'était un grand chantier sur 3 jours et il nous fallait la version finie de Concerto. Mais il faut en moyenne 3 mois pour une production d'une vidéo, le jeu d'artiste et le montage de la vidéo avant la sortie de l'application. On a sorti l'application en novembre et on a tourné la vidéo en juillet. Donc le challenge, c'était de présenter sur un iPad des choses qui ne marchaient pas encore et qui ne fonctionnaient pas encore pour qu'on puisse le capter à l'image. Il faut savoir aussi que Concerto sur les iPads institutionnels déployés ne marche que sur le réseau interne. Donc dès qu'on filmait sur la terrasse, on avait des lags de réseau et donc on avait des problématiques aussi pour capter les bonnes images. Je vous donne les insights, les dessous du tournage de vidéo. Vous retrouvez Artan qui choisit son repas. C'était important aussi pour nous, dans le choix des acteurs et des actrices, de présenter des collaborateurs et collaboratrices qui travaillaient sur la plateforme Concerto et qui étaient au quotidien avec nous, que ce soit des soignants du terrain, que ce soit nos collègues informaticiens ou que ce soit l'équipe Concerto ou nos patients testeurs qui puissent également être mis en visibilité et valorisés au travers de cette vidéo promotionnelle. L'avatar. Je ne sais pas si vous avez déjà joué avec l'avatar sur un téléphone ou un iPad. C'est très rigolo et ça passe le temps. On vient de sortir une étude en pédiatrie qui démontre que les enfants réussissaient à faire passer le temps, non pas en jouant avec Candy Crush ou, je n'irai pas les références modernes, mais les jeux qu'on a sur les téléphones pour les enfants. Mais en fait, ils arrivaient à passer du temps juste en personnalisant leurs leurs avatars et raconter leur histoire hospitalière au travers de leurs avatars. Et il s'avère que même les adultes les utilisent. Plus les adultes que les enfants même. Voilà, donc c'est la petite vidéo générique promotionnelle de Concerto qui n'arrête pas d'évoluer et vous allez le voir juste après. Concerto, pourquoi on parle d'une innovation ?
C'était la première fois qu'on proposait en Europe une application qui était sur les téléphones, les ordinateurs des patients et qui était directement connectée au système d'information hospitalier. Non pas qu'en lecture, mais en lecture et écriture. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'on permettait à des patients, depuis leur propre device, d'écrire dans notre DPI, d'écrire dans notre système d'information hospitalier. C'est aussi la première fois qu'on permettait aux patients de composer son menu de lui-même de façon interactive et ludique. On propose aux patients de choisir leur plat, mais là on proposait aux patients de le construire de lui-même, de décider concrètement si je veux plus de sauce, plus de pain, une grande salade, une petite salade, et aussi d'adapter la taille de la portion à l'appétit du patient. Concerto, ça a démarré d'une vision, je vais revenir sur l'historique, mais comment améliorer le vécu de l'hospitalisation du patient? Comment faire pour que le patient devienne partenaire de sa prise en charge? Comment faire pour qu'il ait de l'information ciblée et personnalisée au patient? Comment faire pour qu'il ait un support d'éducation thérapeutique toujours disponible dans sa poche? Comment faire pour qu'on puisse favoriser davantage la communication avec les professionnels soignants? Le but, c'est pas de se supplier à l'interaction soignant-patient, mais bien au contraire de favoriser les échanges. Également, comment permettre au patient de choisir son repas et dernièrement, de visualiser les traitements qui lui sont prescrits et administrés lors de son hospitalisation. On repart loin dans le temps, parce que ça prend du temps de construire un écosystème d'application. 2015, c'est la première fois que les HUG participaient à un hackathon. Hackathon à l'époque, maintenant c'est très commun, et pour vous qui êtes dans la pièce au Centre de l'innovation, vous savez que c'est notre événement phare annuel pour lancer des innovations au sein de l'institution. Et c'est la première fois que les HUG participaient à un hackathon qui était organisé par l'association DePort au campus Biotech. Il y a une petite équipe HUG qui est allée pour représenter l'innovation HUG et qui a porté ce défi en se disant « Ok, on va développer quelque chose pour améliorer le vécu de l'hospitalisation du patient ». C'est là on est arrivé avec le premier prototype en 2015, fin 2015, de qui serait la version embryonnaire de ce qui est maintenant Concerto. Ensuite, comme toute jolie innovation se doit, on a fait une étude de faisabilité. Concrètement, on demandait à une application d'aller puiser de la donnée dans le système d'information hospitalier. Est-ce que c'est faisable? Est-ce que techniquement, je repars dans le temps, 2016, est-ce que c'était faisable d'aller ponctionner de la donnée, de la mettre en visibilisé et la garantir en temps réel? On a fait une étude de faisabilité aussi pour comprendre comment on allait pouvoir déployer des iPads au sein de l'institution, comment logistiquement on allait proposer à l'équipe de devoir gérer des iPads et réinitialiser entre chaque patientèle. Les technologies n'étaient pas les mêmes que maintenant. À l'époque, le patient se connectait sur l'iPad et puis pour garantir la sécurité des données, on devait effacer l'iPad et relancer l'iPad. Tout ça avec la qualité du réseau institutionnel, ce qui prenait un certain temps et qui freinait de façon assez détrimentale le déploiement. Ensuite, on a reçu du soutien de la part de la fondation privée des HUG, mais également d'autres fondations qui nous ont permis de développer Concerto et à l'époque Concertino, la version pédiatrique de Concerto, qui était déployée donc sur des iPads institutionnels, pas à disposition des patients sur leur propre device, mais à l'époque sur des iPads qu'on déployait au sein des unités pilotes. Très rapidement, on a vu les limitations. Déployer les iPads, désinfecter les iPads. Je ne vous dis pas combien d'iPads on a noyé dans le dessure. Combien de fois on a dû réinstaller, désinstaller, relancer des iPads pour pouvoir sécuriser les données entre un patient A et un patient B. Et puis aussi, l'introduction de nouvelles technologies, des iPads dans les unités, ça prend du temps. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on a vraiment envie d'investir maintenant de l'énergie à utiliser un iPad au service du patient? Très vite, on a vu ces limitations et en même temps, très vite, on a vu les bénéfices. Les patients utilisateurs étaient déjà particulièrement heureux de pouvoir voir qui étaient finalement les équipes qui s'occupaient d'eux, leur agenda de soins, découvrir l'atlas médicamenteux, l'atlas d'information de santé, mais je ne vais pas aller dans le détail parce que c'est Artan qui vous présentera l'actuel et le futur de Concerto. Rapidement, donc, on a vu les bénéfices et on a vu les limitations de la technologie d'avant. Donc, on a relancé une étude et en parallèle du déploiement de Concerto V1 dans les unités, on construisait le dossier pour concevoir Concerto V2. 2017, à nouveau, on n'avait pas les mêmes technologies qu'aujourd'hui et installer une application, développer au sein des HUG une application qui est branchée sur le système, c'était pas si aisé, c'était pas si facile. Et puis nous, on n'était pas forcément autant connaisseurs des technologies et de toute l'appellation technico-technique pour bien décrire nos souhaits. Il fallait aussi vérifier que la donnée existait. Typiquement, comment je peux dire que le physiothérapeute viendra tout à l'heure à 15h si l'information n'existe pas dans le système d'information?
Nous, on ne va pas l'inventer. Donc si ce n'est pas noté dans le système, on ne pourra pas le faire sortir. Mais j'y reviens. À nouveau, soutien de la fondation privée pour déployer la deuxième version. Et Concerto V2, ça a créé un écosystème, non pas uniquement l'application que vous pouvez télécharger. D'ailleurs, je vous invite tous, vous avez des flyers, le QR code, n'hésitez pas à télécharger Concerto. Cette nouvelle version qui a été déployée et développée pour être sur vos téléphones portables, vos iPads et vos ordinateurs, elle a ouvert les portes à un nouvel écosystème d'applications au sein de l'institution. Le système d'information hospitalier, qui était initialement nos logiciels qu'on connaît, DPI, DPA, Greco, Opera et tous nos logiciels, fonctionnait en silo. On a développé des technologies qu'on appelle microservices, qu'Artan explicitera, qui ont permis la création de cet écosystème. Donc non seulement ce qui a été développé pour Concerto est bénéfique pour les nouveaux modules dans Concerto, mais également pour d'autres applications. Je prends l'exemple de InfoKids, InfoMeds, et in fine, chaque développement qui est fait pour l'un est bénéfique à l'autre. Ça a pris du temps, ça a aussi bouleversé nos fonctionnements au sein de l'institution et au sein de la DSI, comment on devient compétent tout d'un coup sur ces nouvelles architectures. On parle de standards universels, d'interopérabilité, d'API, de microservices, toutes ces technologies-là qu'on a dû s'approprier et être en capacité de maîtriser pour pouvoir les développer et les déployer. On arrive ensuite un peu avec un temps accéléré à 2019, novembre 2019, lancement en grande pompe pour ceux qui étaient présents dans cette salle avec des confettis où on a remercié les plus de 40 personnes qui ont collaboré sur ce projet pour lancer officiellement Concerto sur les téléphones portables, les iPads et les ordinateurs des patients et des patientes DHUG. Ensuite, je ne vous refais pas l'histoire, on arrive en 2020. Une des fonctionnalités phares de Concerto, c'était le choix du menu, l'agenda et l'atlas. Avec le Covid, on a dû céder le choix du menu, ralenti sur les fonctionnalités de l'agenda, ralenti sur les fonctionnalités de l'équipe. Et donc, on a mis en stand-by le déploiement de Concerto au sein de l'institution. Quand bien même, pendant le Covid, finalement, on a quand même déployé une solution qui permettait la visiophonie entre les patients et leurs proches. On a utilisé l'interface de Concerto au bénéfice du contact entre les patients et leurs proches, soit à domicile, soit également hospitalisés, pour garantir le lien entre la patientèle et leur famille. Mais on n'a pas stimulé les équipes et on n'a pas demandé à ce moment-là d'accompagner un déploiement de Concerto au sein de l'institution. On arrive donc maintenant au point 1 sur la slide, Concerto disponible. Le processus itératif et d'innovation autour de Concerto, cette plateforme d'innovation numérique qui n'est pas juste une application pour les patients, et à nouveau j'appuie ce point, c'est une plateforme d'innovation numérique. Pourquoi? Parce que c'est une plateforme itérative. On a différents mécanismes pour avoir des retours de la part des patients utilisateurs, de la part de patients citoyens. On fait fréquemment dans le cadre des activités du centre d'annulation des consultations des collaborateurs, consultations participatives citoyennes, consultations de patients et de leurs avis, pour obtenir justement cette mine d'or d'informations sur qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui est essentiel pour vous, de quoi avez-vous besoin. Et collaborateurs et collaboratrices, de quoi avez-vous besoin pour faire en sorte que votre relation avec votre patient soit fluide avec une transmission de l'information de qualité et personnalisée. On a les hackathons qui sont nos mécanismes pour générer rapidement les périmètres des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver dans Concerto. Ce qu'il faut imaginer, c'est que quand Concerto est sorti en 2019, on avait un certain nombre de fonctionnalités. Et depuis, on a un grand entonnoir qui se déploie, puisqu'on a plus d'une dizaine de projets qui sont en parallèle, en cours de développement et in fine de déploiement pour l'institution. Et ça n'arrête pas de grossir. Tout ce processus-là, on le fait avec nos différentes équipes, que ce soit du centre d'animation, de Concerto, de la DSI, de la communication, les référents métiers et évidemment nos patients partenaires référents. On va y revenir, on a un développement de différentes fonctionnalités. Celles que j'ai mis en haut, ce sont des modules qui sont sortis ou en cours de sortie. On a le module Mes médicaments. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout nouveau, ça vient de sortir il y a quelques semaines. Ça permet aux patients de voir en temps réel les médicaments qui lui sont prescrits et administrés au sein de l'institution. C'est un projet qui est passé par un hackathon qui nous a donné le périmètre de la solution et qui a ensuite été rapidement développé par les équipes. Le projet Accordons-nous, initialement, qui maintenant s'appelle Accord dans Concerto, similaire, une aventure de 2 étudiantes qui faisaient leur travail de master, qui sont venues participer à un hackathon et qui ont retrouvé les équipes techniques, les équipes métiers, qui ont réussi à développer cette fonctionnalité à destination de la patientèle qui permet d'amorcer les discussions autour des directives anticipées. Consultation 2.0, schématiser le parcours de chirurgie, faire en sorte que le patient voit les grandes étapes, puisse renseigner de l'information et puisse comprendre et valider de manière éclairée la chirurgie qui va suivre.
et la navigation interne. Pour la petite anecdote, pour ceux qui ont fait les hackathons, on a fait 3 hackathons avant de réussir à trouver la technologie qui marchait. On a essayé les bornes Wi-Fi, les bornes Li-Fi, c'est la lumière qui fait de la Wi-Fi, les beacons, 420 000 mètres carrés à couvrir avec des beacons qui doivent être tous les 120 mètres, enfin 1 mètre 20, ça faisait une quantité de beacons. Et finalement, on est parti sur une technologie qui a été testée pendant l'hackathon, qui sont les QR codes. Et c'est un projet qu'on va déployer très très prochainement, qui permettra la navigation interne dans l'institution pour les patients. Et je ne vous le cache pas, probablement pour les collaborateurs aussi, parce que moi, personnellement, j'ai du mal à retrouver certaines salles de réunion où je dois aller. Tout ce processus itératif, ensuite, nous donne constamment des retours. On a nos patients partenaires référents. On a le luxe aussi d'avoir des patients partenaires qui sont présents aujourd'hui et qu'on peut contacter lorsqu'on fait nos focus group pour tester les solutions, pour vérifier la durabilité, l'utilité de la fonctionnalité. On fait des études. On a aussi la chance de pouvoir renforcer de temps en temps l'équipe avec des étudiants qui font leurs travaux de master sur des thématiques particulières, comme je le mentionnais tout à l'heure, et également nous qui avons maintenant des mines de données qui nous permettent de faire des études qualitatives et quantitatives sur l'utilisation, l'impact et la performance de Concerto. On fait des visites on-site, et c'est pas que nous, c'est pas que les équipes Concerto, c'est également nos développeurs. Un des grands challenges. Ça marche une fois sur deux, pardon. Un des grands challenges, c'est de faire en sorte que les développeurs, nos équipes de développement qui travaillent avec nous, elles voient également en réel ce que ça veut dire d'avoir développé le module XY et de voir comment le patient l'utilise. C'était aussi une première au sein de l'institution. Quand notre collègue Antoine nous disait « c'est tout bon, j'ai poussé », on allait dans la chambre et on allait regarder avec les patients, est-ce que c'est vraiment tout bon, est-ce que c'est vraiment tout poussé, est-ce que ça marche vraiment bien. Et c'était important pour nous aussi qu'ils se sentent, qu'ils puissent voir le fruit de leur travail, la réalité, comment finalement l'utilisateur l'utilise, parce que nous, on a beau y aller avec beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur quand on le teste, on n'est pas nous-mêmes dans le lit à ce moment-là et on ne se rend pas compte forcément du réflexe. Et donc pour ça, on a le luxe de pouvoir collaborer à nouveau avec nos patients partenaires, mais également avec des patients dans les unités qui sont très friands de tester, de découvrir et de nous faire leur retour. Tout ce processus de l'idée au déploiement, comment on fait pour que Concerto puisse continuer à évoluer. Donc on avait un certain nombre de fonctionnalités, on avait un projet qui est devenu finalement cette plateforme d'innovation numérique. Comment on fait pour garantir que chaque nouveau projet soit constamment dans cette mouvance d'agilité, d'itération et garantisse finalement que les fonctionnalités développées ou en cours de développement correspondent. Alors on challenge toujours les idées, que ce soit au travers des hackathons ou que ce soit ça quand on rencontre les équipes. Est-ce que votre fonctionnalité, elle est utile? Est-ce qu'elle apporte une valeur ajoutée par rapport à ce qui existe? Moi, je challenge beaucoup. Je suis tout pour le numérique, mais si je le fais en papier et que c'est 4 fois plus rapide, je ne suis pas sûre que la valeur ajoutée en numérique, elle soit vraiment notable. Est-ce que c'est désirable? Est-ce que les patients, est-ce que les patientes, est-ce que les collaborateurs y voient un intérêt? Parce que moi, en tant que spécialiste, je peux dire oui, je trouve que c'est incroyable. Mais si sur le terrain, les personnes ne sont pas convaincues, si les bénéficiaires et les utilisateurs ne sont pas convaincus, finalement, cette notion de désirabilité, elle est un peu mitigée. Est-ce que c'est faisable? Moi, je rêve de plein de choses, mais dans le concret, est-ce que c'est faisable? Est-ce qu'on a la donnée? À nouveau, je reprends mon exemple tout à l'heure. Si l'information n'est pas dans nos systèmes d'information, on ne va pas l'inventer, on ne va pas l'écrire de nous-mêmes, on ne va pas encoder le système. Donc, est-ce que la donnée existe? Est-ce qu'elle est correctement exploitable? Et est-ce qu'on arrive à la faire apparaître? Et enfin, est-ce que c'est viable? Est-ce que maintenant on va développer une énorme solution qui va coûter énormément d'argent et d'énergie à tout à chacun et qui finalement, au long terme, n'apportera que peu, ne touchera que peu de personnes et finalement n'apportera que peu de valeur ajoutée? Cette notion de viabilité, elle est très importante. Ensuite, donc, prenons l'exemple, on a un collaborateur métier, disons une infirmière, qui vient nous voir en disant « j'aimerais bien qu'on puisse développer telle et telle fonctionnalité pour que les patients puissent directement, depuis Concerto, répondre au formulaire d'admission ». Exemple. Alors, on a des chefs de projet métier qu'on met en lien avec les chefs de projet Concerto. Un des liens, un des succès, une façon de fonctionner au centre de l'innovation, c'est de faire en sorte que Artan ou Tiffany ou moi-même, on puisse travailler directement main dans la main avec les chefs de projet métier. Nous, c'est notre métier, on accompagne, on gère des projets au quotidien. Et puis, le référent métier, le chef de projet métier, lui, c'est son métier, de déployer, d'être au contact des patients et de savoir comment ça fonctionne. On a beau toucher des pays toute la journée, on a beau essayer de comprendre tous nos systèmes d'information, mine de rien, on ne l'utilise pas comme si on était in situ auprès des patients. Ensuite, on définit bien l'équipe. Un projet ne marche qu'avec une belle équipe.
Il faut les référents métiers, il faut les patients partenaires qui sont nos utilisateurs finaux, qui nous testent et qui nous challengent tout au long. Il faut les référents concerto pour rentrer aussi dans cet écosystème et respecter les fonctionnements et surtout mutualiser avec les autres fonctionnalités existantes. Typiquement, en médecine hyperbare, on aimerait schématiser le parcours total d'un patient qui vient vivre 50 séances de médecine hyperbare. On a déjà la fonctionnalité de l'agenda. On a déjà la possibilité de montrer un rendez-vous lié à un autre rendez-vous. Donc l'idée, c'est de garantir aussi cette mutualisation des ressources et puis finalement des technologies. Nos référents et nos spécialistes de la direction des systèmes d'information à la DSI, on a toute une équipe qui travaille avec nous au quotidien et des équipes de la DSI qui exploitent, qui nous permettent d'exploiter les informations qui sont plus loin dans le système d'information, qui travaillent avec nous au quotidien. Je ne peux pas plus appuyer le fait qu'on ait plus que 40 personnes à travailler sur Concerto de façon quotidienne et qu'on travaille tous main dans la main dans cette vision d'améliorer le vécu d'hospitalisation du patient et le parcours global du patient dans son parcours de soins. Nos collègues de la communication qui nous aident à mettre en visibilité Concerto et qui nous aident aussi au quotidien à garantir que l'ensemble de l'information qu'on transmet est correctement intelligible, correctement écrite et en écriture inclusive également. Recherche de fonds, nerf de la guerre, on a toujours envie de développer plein de choses, mais in fine, développer une plateforme d'innovation, ça prend du temps et ça coûte un certain montant. Et on a besoin du soutien de différentes fondations, que ce soit la fondation privée des HUG qui nous soutient particulièrement depuis plusieurs années, mais également d'autres fondations à l'externe qui nous soutiennent également et qui nous accompagnent pour rendre les choses possibles. Cette recherche de fonds, elle est incrémentale puisqu'elle définit aussi les stratégies dans quel ordre on développe quoi. Ça dépend de quel fonds est donné pour quel projet. La définition des spécifications techniques, à nouveau, on discute tous ensemble. J'aimerais que le patient puisse renseigner des échelles cliniques. On parle des PROMS, c'est un grand projet qui arrive. Ok, mais comment? L'expérience pour le soignant, elle doit être comment? L'expérience pour le patient, elle doit être comment? L'information, elle est où? Est-ce que c'est encodé? Est-ce qu'on a accès à tout? Est-ce qu'on peut vraiment distribuer ça au patient? Les conséquences, une fois que le patient a répondu. Qui lit? Qui fait quoi? Comment on interagit? Tout ça, c'est l'expérience du parcours, donc la démarche UI-UX finalement. Et la définition des specs techniques. C'est des gigantesques cahiers où à la fin on explique lorsque je veux que le patient puisse cliquer sur ce bouton, que cette image apparaisse et que cette information soit extraite de DPI, alors ce sont des dictionnaires gigantesques de spécifications techniques avec des degrés de finesse. Donc je vous rassure, nous on ne comprend pas forcément la version la plus complète de ces specs techniques, on est un peu les gradients intermédiaires. Et notre rôle en tant qu'équipe Concerto, c'est de faire le lien entre les équipes métiers et les équipes techniques. La traduction des deux mondes finalement. Les tests itératifs, donc on en a déjà parlé, focus group, interview, design participatif, on joue avec les boutons, on vérifie qu'ils soient au bon endroit, puis on va voir les patients dans les chambres, et puis on va tester, et puis Isabelle peut le témoigner, on fait des tests, et on refait les tests, et on refait les tests. Et ensuite, le déploiement à grande échelle, l'institution c'est gigantesque, beaucoup de sites, beaucoup de bâtiments, beaucoup de spécialités, beaucoup de patients et patientes. Et finalement, on a créé une marche à suivre et un package de lancement. Quand on sort un module, on a déjà des systèmes de communication qui sont chartés, on a déjà des vidéos promotionnelles, typiquement celle que je vous ai présentée tout à l'heure. On vient de sortir les médicaments, on a la petite vidéo, elle rentrera dans la grande vidéo et le tout roule facilement. L'idée, c'est de faire en sorte que ce soit le plus rapide et le plus systémique possible. Et puis on a une équipe dédiée, et là je salue ma collègue Claire, qui est au quotidien auprès des équipes médico-soignantes et des patients pour déployer Concerto dans les unités et dans l'institution. Au début, on a donc les retours des patients, on a les hackathons, on a les référents métiers, on développe des nouvelles solutions, je vous ai donné 3 exemples. Et puis ensuite, puisqu'on est itératif, on a à ce moment-là à nouveau des retours de nos patients, des focus group, des études, les visites sur site. Et donc en fait, les boucles continuent à l'infini comme ça en développant de nouvelles fonctionnalités. Je vais laisser mon collègue vous présenter Concerto à ce jour pour qu'on arrive ensuite à Concerto demain. Merci Elena. Alors j'espère que mes explications vont pouvoir compléter justement celles d'Elena par microservices. Je ne suis pas sûr que dans la pièce on soit tous consommateurs, enfin qu'on ait un régime alimentaire, carte graphique et de processeur. Du coup je vais essayer de me challenger aujourd'hui. Mon métier c'est aussi la traduction des besoins métiers pour des informaticiens. Donc je vais essayer de le faire le plus simple possible. J'espère vous convaincre là-dessus. Si on suppose typiquement que cette porte ici verrouillée soit un accès à DPI,
Alors un microservice, comment ça va se présenter? C'est qu'en fait, simplement, moi, en tant qu'application Concerto, si j'ai envie d'accéder à DPI, aux données de DPI, je vais avoir besoin d'avoir la clé pour la déverrouiller, cette porte. Donc un microservice, ça fonctionne comme ça. C'est une équipe dédiée qui va pouvoir justement concevoir la clé qui va me permettre de déverrouiller cette porte et accéder aux données. Ça, si on regarde tout ce que vous avez derrière, c'est les modules qui sont plus ou moins disponibles dans Concerto, et c'est finalement toutes les données qu'on va piocher. Donc Concerto est très gourmand, ça paraît pas, mais l'agenda des soins, vos menus, votre équipe, c'est plein de données qu'on va récupérer justement. Mais j'en reviens à ce qu'expliquait Elena au tout début, cette boucle itérative finalement, c'est ce qui permet aujourd'hui de développer Concerto à une vitesse assez phénoménale, dans le sens où on n'a plus besoin de recréer à chaque fois, on n'a plus besoin d'aller demander. Une fois que c'est fait, on peut aller piocher ces données-là dans toutes les applications. Donc si aujourd'hui Elena vient avec un nouveau concept d'application, elle pourra simplement aller demander les microservices qui ont été déjà développés pour Concerto. Concerto, ça en a lancé plein, pardon. Donc comme je disais, vous avez l'agenda des soins qui va typiquement piocher dans les applications comme Greco, Opera, Explore. Votre équipe qui va piocher dans le DPI en justement récupérant tous les profils qui se sont connectés, vos menus WinRest et j'en passe. La particularité, c'est que, comme je disais, ces microservices, une fois qu'ils ont été développés, ils sont accessibles. Et typiquement dans les nouveaux modules qu'on va mettre en place, c'est à chaque fois des nouveaux développements parce que c'est des nouvelles apps qu'on va aller chercher. Donc en fait, chaque fois qu'on amène un nouveau module, en général, c'est qu'on vient de déverrouiller une nouvelle porte. En parlant plutôt chiffres, si on regarde rapidement, donc je vous ai mis les gros chiffres phares avec évidemment aussi une étude qui montre l'indice de satisfaction de nos patients. Donc, on a 483 000 visites avec environ 26 000 commandes repas qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui et 14 000 téléchargements. Je vous ai mis aussi une courbe qui vous montre donc l'adhésion des patients. Aujourd'hui, quand comme disait Elena, Claire qui déploie aujourd'hui Concerto dans les unités, forcément ça a un impact sur l'adhésion des patients. Les patients connaissent, utilisent, testent l'application et puis aujourd'hui on peut fièrement dire que la courbe monte et elle ne cesse d'augmenter. En termes d'études in-app, donc comme je vous ai mis à droite, il y a la satisfaction, la facilité d'utilisation, la recommandation à un proche. Ces évaluations, elles sont cruciales pour nous parce que ça nous permet de définir justement quelle orientation va prendre Concerto, sur quel type de module évidemment on peut aussi se projeter parce que typiquement, je suis pas sûr, potentiellement par exemple si on prend les patients qui seraient intéressés par recevoir leur facture sur Concerto, imaginons ce concept-là, les patients peut-être noteront le besoin d'avoir leur facture sur Concerto et puis ça pourrait justement nous aider à décider de la stratégie qu'on adoptera Concerto. Là-dessus, ce qu'on peut dire aussi, c'est que finalement, dans cette courbe, on a l'adhésion des patients, mais aussi l'adhésion des collaborateurs. C'est un combat, mine de rien, c'est pas simple, parce qu'on vient aussi perturber quelques habitudes dans les soins. C'est-à-dire qu'on met une application à disposition des patients, on donne des données aux patients, le patient y a accès depuis son téléphone, et l'idée, c'est justement de pouvoir montrer aux équipes qu'est-ce qui est disponible sur Concerto et de les accompagner aussi. J'en parlais, on accompagne les patients, mais aussi les collaborateurs. C'est tout le travail aussi que effectue Claire quand elle se rend dans les unités. On essaie de le faire aussi avec les nouveaux modules quand on va les mettre à disposition. C'est comme le disait Elena, dans cette boucle itérative, on sollicite les patients, mais aussi les collaborateurs. C'est un point essentiel parce que finalement, on ne peut pas arriver et puis simplement dire on a telle idée, on est convaincu que ça va marcher, on la met en place. Je crois que j'ai à peu près fait le tour pour ce qui est des chiffres. Je vais relaisser la parole à Elena qui va vous parler maintenant de la stratégie de Concerto, parce que Concerto, ce n'est pas uniquement hospitalier, on parle de avant l'hospitalisation, pendant, après et en ambulatoire aussi. Merci Artan, effectivement, tu rebondis exactement sur ce que je voulais dire. Initialement, Concerto, c'était le patient à l'hôpital. Et ça fait maintenant plusieurs années qu'on travaille sur le patient dans l'entièreté de son parcours, puisqu'on sait qu'il est important de prendre en considération le patient ambulatoire qui va être hospitalisé ou le patient ambulatoire qui vient de façon fréquente. Et également ce cycle continu pour certains de nos patients chroniques qui finalement gravitent autour de notre institution. Donc on développe des fonctionnalités avant, pendant, ou juste avant pour l'ambulatoire, pendant et après l'hospitalisation. Typiquement, je faisais l'exemple tout à l'heure de carte de traitement. À ce jour, vous voyez les traitements qui sont prescrits et administrés à l'hôpital. Demain, on proposera au patient de scanner les traitements qu'il prend à la maison, remplissant ainsi son anamnèse médicamenteuse.
On verra ce que le patient prend déjà au domicile, on fera le lien avec ce qu'on lui prescrit à l'hôpital et ensuite il aura une carte de traitement de sortie. Ainsi, on fera une boucle complète sur la prise en charge médicamenteuse. J'ai mentionné quelques-uns des projets, on a énormément de projets et en fait on s'était dit qu'on n'allait pas mettre la grande slide qui part dans tous les sens parce qu'à nouveau tout est sujet à discussion, à validation stratégique, à validation budgétaire et à ordre de priorité. Vous êtes sans savoir qu'au sein de l'institution, développer des solutions prend du temps et est complexe. Et Concerto, ce sont des projets qui sont financés par des fonds privés et qui ne sont pas forcément prioritaires, et à juste titre, pas prioritaires par rapport à des développements de fonctionnalités directement sur des pays ou sur des PA qui sont particulièrement incrémentales pour l'institution. Les projets qui sont en cours, on a des fonctionnalités cliniques, on a des fonctionnalités administratives et logistiques, et on a des fonctionnalités dites citoyens-citoyennes. Dans les projets à venir, consultation 2.0, le parcours de chirurgie pour le patient, la carte de traitement. À nouveau, on vient de sortir les médicaments, mais nous, on veut l'ensemble du parcours médicamenteux du patient et on veut permettre au patient de scanner, de renseigner les traitements qu'il prend au domicile, qui sont finalement ceux avec lesquels il était habitué de prendre. Ensemble, gérons les mots, déployer les proms et les prems au sein de l'institution, faire en sorte que le patient puisse nous faire des retours de lui-même, soit avant, soit pendant son hospitalisation, soit après son hospitalisation, sur son état clinique, sur son vécu de l'hospitalisation, sur son vécu et expérience en tant que patient de l'institution, et finalement pour les patients qui sont suivis au long cours aussi, de donner ces insights qu'on a peu, ou on n'a pas forcément tout le temps quand les patients reviennent au sein de l'institution et se plaignent de douleurs chroniques, de difficultés dans la vie quotidienne. Les formulaires, moi quand je me suis fait hospitaliser au HUG pour une opération, j'ai reçu je ne sais combien de brochures papier et de formulaires papier que j'ai dû finalement renseigner et j'ai vu ma collègue aux admissions les prendre, les scanner, les ressaisir dans des pays et j'en étais hautement déprimée. Je me suis dit finalement il y a des choses qu'on pourrait faire pour permettre cette écriture par le patient pour remplir ces informations, ces formulaires et ces différents questionnaires. L'anamnèse autocomplétée, on va un cran plus loin. Après les c'est embêtant. Après les données administratives aux cliniques, finalement, il y a aussi cette anamnèse. Moi, personnellement, dans mon DPI, il y avait marqué que quand j'avais 15 ans, j'avais je ne sais quoi. Et finalement, on l'a pas réécrit depuis parce que ça ne m'a pas intéressé dans mes parcours de soins. Pouvoir moi-même actualiser cette donnée, pouvoir garantir que la donnée, elle est juste, elle correspond au patient que je suis aujourd'hui, et pour donner de la visibilité aussi sur ce que je note. Redemander ou réexpliquer au fait je suis allergique à la pénie, est-ce que vous avez bien noté, est-ce que vous avez vu, ou je suis allergique aux piqûres de guêpes pour faire moins grave, parce qu'en théorie la pénicilline tout le monde l'aura bien enregistré et noté. Est-ce que ça me rassure de savoir que vous l'avez bien entendu? Est-ce que c'est bien écrit quelque part? Et finalement moi-même pouvoir l'écrire, ça me permet de devenir acteur et ça me permet de devenir partenaire. Atlas 2.0, prescrire de l'information de qualité ciblée aux patients au bon moment. Je viens d'être diagnostiquée avec un diabète, je suis noyée d'informations, on me donne des papiers, les papiers je les ai mis à l'arrière de ma voiture et quand j'arrive à la maison, je suis paniquée, j'ai rien. Finalement, avoir l'information qui m'est prescrite et administrée par mon équipe médico-soignante, tout doucement avec level 1, level 2, level 3, maintenant je maîtrise, je suis plus au clair avec ma pathologie. Ça c'est aussi le rôle d'accompagnement, d'éducation thérapeutique et de soutien des équipes médico-soignantes. Pour ça, il faut que l'information existe. Il faut qu'on ait la brochure en question, il faut qu'on ait l'information en question, puis il faut qu'elle soit accessible pour le soignant pour être ensuite administrée au patient. Les informations administratives. Harmonie. Harmonie, c'est le pendant de Concerto. Concerto, c'est pour les patients et les patientes. Harmonie, c'est pour les proches aidants. Pour les proches finalement qui viennent à l'hôpital et ne savent pas que le patient est actuellement en train de passer un IRM et donc il sera disponible que dans 2 heures. Alors que moi j'ai déjà fait 3 heures de route pour être présente. C'est aussi la famille qui s'occupe au quotidien du patient et qui tout d'un coup, lorsque le patient est hospitalisé, n'a plus accès à rien. On est hors de la triangulaire. Donc oui, on a des projets d'inclusion des proches aidants, mais il y a aussi la possibilité de proposer aux proches aidants d'être acteurs et finalement eux aussi partie prenante de cette triangulaire de la relation avec le patient. Les fonctions transverses, donc le compte patient, le dashboard, des informations qui sont poussées à destination du patient. Il y en a plein, il y en a vraiment plein. Sur notre tableau à nous, dans notre bureau, on en a encore beaucoup. Typiquement, d'autres qui sont en cours de périmètre, de dessin, la réhabilitation, les objectifs de santé, la ludification du parcours de santé. Je dois faire du sport.
Ok, moi ça m'intéresse pas vraiment. Mais si je sais que je dois faire du sport, parce que comme ça j'aurai moins de problèmes respiratoires et finalement ça me permettra ensuite de pouvoir partir en vacances parce que je serai en meilleure santé, ça m'intéresse plus. C'est la ludification et la réhabilitation, pareil. Je viens de subir une chirurgie. Mon chirurgien me propose des exercices à domicile. Je ne me souviens pas exactement ce qu'il a dit. Mon physio me propose des exercices, mais je ne suis pas sûre que je le fais dans le bon ordre. Comment faire pour savoir quelles sont les étapes de ma rééducation et comment mon équipe médico-soignante, à l'interne et ou à l'externe, peuvent me prescrire de l'information. Les résultats de labo, les résultats de radio, mon journal de suivi. Je suis patiente, je souffre d'endométriose. Quand je vais voir mon gynécologue, finalement, je sais que je peux lui dire que j'ai eu mal à un moment, mais je ne me souviens pas exactement la fréquence sur ma semaine. Est-ce qu'il y a des moments où ça allait mieux? Quelle était l'intensité? À quel point ça me perturbait dans mon quotidien? Ce journal de suivi pour les pathologies au long cours ou les pathologies chroniques me permet de restituer à mon équipe médico-soignante de l'information linéaire sur le temps. Le Smart Check-up, en fonction de mon âge, mon sexe, mon activité physique, mes antécédents, finalement, quels sont les examens que je dois faire quand j'ai 55 ans? Quels sont les vaccins qu'on doit faire en fonction des évolutions? Moi, je ne savais pas qu'il fallait refaire le tétanos tous les 10 ans. J'ai surprise. Donc voilà, c'est des petites informations comme ça qui seraient aussi très bien de pouvoir retransmettre. Le consentement général pour la recherche, mais aussi le consentement éclairé, le consentement pour la chirurgie, le consentement pour tous les consentements qui existent actuellement. Les études auxquelles je participe, le lien avec recherche.hug.ch, je sais que je peux moi-même participer à une étude, mais finalement, je ne sais pas très bien où on en est, je ne sais pas très bien où on va, qu'est-ce qui est publié, qu'est-ce qui faut fonctionner, quelles sont les découvertes. À nouveau, pour ça, il faut lier le patient à l'étude. S'il n'y a pas de lien, nous, on ne va pas l'inventer. L'équipe extra-hospitalière, on sait très bien que dans la prise en charge du parcours du patient, il y a tous nos acteurs qui sont aussi à l'externe, nos partenaires de l'externe, nos partenaires d'IMAD, nos partenaires physiothérapeutes de la ville, nos partenaires des infirmières à domicile, les sages-femmes à domicile. On a tout un tas de partenaires et l'idée dans le futur, ce serait pouvoir aussi mettre en visibilité ces équipes extra-hospitalières qui accompagnent le patient. La prise de rendez-vous, on l'attend. La checklist et les consignes. Je vais venir à l'hôpital, je dois aller dans tel et tel lieu. Grâce au petit pousset, je saurai que je dois suivre la petite ligne bleue qui m'amènera devant l'accueil du bloc opératoire au sous-sol. Mais finalement, comment je dois me préparer? Cette fameuse feuille que j'ai reçue à la maison qui me disait qu'il fallait que je prenne ma douche à la bétadine, est-ce que je ne pourrais pas l'avoir de façon numérique? 1 pour l'écologie et 2 aussi parce que c'est peut-être plus interactif que la version imprimée en noir et blanc. Les consignes, qu'est-ce que je dois apporter à l'hôpital? Qu'est-ce que je dois faire? On arrive juste après. Et la conciergerie, finalement, de quoi je pourrais avoir besoin au sein de l'institution quand je suis hospitalisée, qu'est-ce que j'ai envie d'offrir à ma famille, est-ce que j'ai le droit de recevoir des plantes? Grande question. Plantes ou fleurs? Ça dépend. Il n'est pas complet, mais on voulait juste faire un rapide laïus sur l'organigramme de Concerto, parce qu'évidemment, ce n'est pas juste nous tout seuls qui décidons plein de choses. On dépend évidemment d'un copil avec différents membres de la direction. On dépend également de nos mécènes. Et on a pour chacun des projets des équipes projets. Donc elle n'est pas du tout à jour et je m'en excuse par ailleurs pour tous ceux qui ne sont pas dessus. Mais l'idée c'était de montrer que c'est de plus en plus grand, de plus en plus titanesque, puisque chaque projet a une équipe projet avec des référents métiers, des référents de com, des référents techniques, des référents spécifiques au domaine en question. Voilà, c'est la fin. On a fait un tout petit peu plus que les 40 minutes offertes. J'ai fait 42, on m'excusera platement. Et maintenant, place aux questions pour ceux qui avaient des questions à nous poser. Bonjour, je suis Rolf Himmelberger, patient partenaire. Et je voulais juste vous demander, vous dites qu'il y a des tas de choses que le patient pourra mettre dans le Concerto, par exemple son traitement. Est-ce que ça ne fait pas double emploi avec Cara? Très bonne question et je vous en remercie. Et je regarde évidemment mes collègues sous le couvert de ma bonne réponse et je les invite à compléter. L'idée, c'est de ne pas démultiplier. À nouveau, Cara, c'est le dossier électronique du patient. Concerto, c'est le dossier du patient dans son parcours de soins, notamment avec les HUG. Il y a évidemment un lien entre Cara et Concerto. On a un projet qui s'appelle le PMP, le plan de médication partagée. Et pourquoi je me permets cet exemple? Le patient écrit dans le SIH, donc le système d'information hospitalisé des HUG. Cette information, elle descend dans Cara et elle est visible
pour le patient et pour les professionnels. Il faut imaginer Concerto comme une télécommande pour le patient. C'est lié, c'est pas concurrentiel, c'est complémentaire. Nicolas, tu valides? Parfait. Nous, on utilise beaucoup cette analogie, c'est la télécommande pour les patients et les patientes de l'institution, leur permettant, d'être en contrôle et de pouvoir donner l'information. Question subsidiaire pour Cara. Bon, je suis inscrit à Cara. J'ai vu que tout ce qui se fait à l'hôpital, donc les rapports d'analyse de sang, etc., tous les rapports figurent dans Cara. Mais est-ce que vous utilisez Cara aussi pour autre chose ou simplement pour mettre les documents? Parce que, par exemple, les médecins de ville, je ne sais pas si où ils en sont maintenant pour mettre les documents sur Cara, mais il n'y a pas longtemps, j'avais remarqué qu'ils avaient pas mal de peine à mettre les documents sur Cara. Hein. Alors, moi, je vais intervenir sur le côté Concerto. On a plein de présentations possibles pour Cara, mais je vais juste refaire un laïus sur ce que je vous ai présenté. Il faut des années pour faire en sorte qu'on arrive à développer des solutions, faire en sorte que les systèmes se parlent, faire en sorte que l'architecture technique fonctionne et se parle. Et puis pour rappel, mon dossier médical, qui était la version avant Cara, fonctionnait très bien également. Il y a un temps d'adaptation, il y a un temps de changement, il y a un temps d'appropriation des technologies, il y a un temps d'embarquement de tout à chacun. Moi, je suis persuadée que les médecins de ville finiront également par déposer de l'information et exploiter l'information mise à disposition par les HUG dans Cara. Nico, ça va ? Tiens le micro. Ce qui est dit est juste, tout commence à être intégré, connecté. Les outils des médecins sont de plus en plus intégrés avec Cara. Pour l'instant, plus la partie documents. Plus tard, comme Elena l'a dit, avec le plan de médication. Donc, on va y arriver. De plus en plus de médecins utilisent Cara. Moi, je travaille à la DGS également et on fait le forcing. La bonne réponse aussi, c'est que vous voyez dans la pièce, on travaille tous sur les mêmes sujets ensemble. Ce qui est important et ce qui montre que ça marchera, c'est qu'on travaille tous ensemble. Et mon collègue de l'IMAD vient de partir, mais ça montre à nouveau qu'on travaille tous ensemble, main dans la main, avec cette même vision commune. Et on va rester sur les questions Concerto, si ça ne vous dérange pas. Moi, je vois une question ici, Artan, si tu arrives juste à la transmettre. Merci. Moi, j'avais juste envie que vous puissiez développer le prise de rendez-vous, puisque c'est une problématique qui est très importante, où il y a énormément d'intervenants. Et pour une seule journée, la personne peut recevoir 3 à 4 convocations. Donc, est-ce que c'est la demande, c'est la prise de rendez-vous qui est faite par le patient, ou est-ce que c'est les convocations qui sont prises en charge et qui est-ce qu'elles peuvent être vues par le patient? Voilà. Alors, finalement, c'est 2 réponses différentes. Les convocations, on constate, on reçoit des informations diverses et variées, des fois contraires, par différents biais, que ce soit par le SMS, la convocation papier et finalement même l'email qu'on reçoit actuellement. Donc ça, c'est une problématique sur laquelle on doit tous ensemble travailler, que ce soit avec les référents Greco, que ce soit avec finalement le flux d'informations dans l'institution. Il y a tout un travail qui est fait actuellement sur l'agenda pour qu'on puisse récupérer en temps réel l'information issue d'une convocation. Typiquement, j'avais mis rendez-vous à la salle 5D 0103 à 13h. Entre-temps, on est en retard, ou on est rarement en avance, mais disons en retard, ou finalement parce qu'on sera lié en direct, l'information sera actualisée dans l'agenda et enverra une notification. Là, c'est pour répondre à la problématique de la convocation et de la source d'information. L'idée, c'est que tant qu'on n'a pas l'entièreté de la patientèle qui utilise Concerto, on ne va évidemment pas supprimer les biais actuels. Pourquoi? Parce qu'on doit garantir que tout le monde a accès à l'information et on sait qu'on aura des patients qui ne souhaiteront pas, et ils ont tout à fait le droit, d'utiliser la version digitale de nos solutions. Donc pour ça, on doit garantir que les 2 systèmes fonctionnent en parallèle. Et c'est tout un travail justement d'études de faisabilité, de viabilité. Est-ce que ça apporte une réelle plus-value? Oui, non, et comment on la mesure? Ensuite, pour ce qui était de la prise de rendez-vous, on parle plus de « je contacte le service », disons, je ne vais pas utiliser l'exemple de la radiologie parce qu'il est complexe, mais je contacte
On le connaît. Don du sang. Je peux actuellement prendre un rendez-vous, c'est le facile. Après, on rentre dans les plus difficiles et on doit les analyser. Donc ça, c'est le rôle du business analyst, c'est le rôle de l'équipe Concerto avec nos référents Greco, avec les référents techniques et métiers, de comprendre globalement comment ça se passe, où sont les pain points et comment on peut l'améliorer. La prise de rendez-vous, à nouveau, je me suis retenue de vous parler de la radiologie. On pourrait dire pour une radio simple, disons mon avant-bras, j'ai besoin d'une radio. Là, il y a peut-être possibilité que ce soit très simple de faire la prise de rendez-vous parce qu'on a X stations où on peut envoyer les patients. Par contre, dès qu'il s'agit d'autres types de radiologie, un IRM, un scanner, on ne peut pas sont aisés la prise de rendez-vous parce qu'il y a quand même le rôle des spécialistes de définir quel est le flux qu'on doit envoyer sur quelle machine, quels sont les patients prioritaires, qu'on garantisse que nos patients internes puissent eux aussi utiliser nos machines et ainsi de suite. Donc il y a tout un travail qui est fait avec le métier pour faire en sorte qu'on puisse aller de l'avant. Je vous rassure, on n'y est pas. Ils font partie des projets qui sont sur la slide, ça apparaît, parce qu'on est encore dans cette phase de business analysis, de compréhension, qu'est-ce qui marche pas. L'idée, c'est d'avoir le plus grand impact le plus rapidement possible une fois qu'on a compris. Donc d'abord, tous les services dits plus faciles, on proposera la prise de rendez-vous spécifique à chaque méthodologie pour chaque service et chaque typologie de prise en charge. Et ensuite, les très compliqués, on avancera doucement et on verra est-ce qu'il y a une vraie valeur ajoutée à proposer au patient de lui-même prendre rendez-vous. Voilà, ça se questionne. Donc à nouveau, ce grand cercle de utilité, désirabilité, faisabilité, viabilité, c'est un vrai socle de réflexion, parce que je ne suis pas sûre à 100% que proposer de tout faire, de tout donner accès aux patients, c'est ce qui est de mieux pour l'institution, pour notre logistique et pour notre flux. Si je peux me permettre aussi de compléter un peu, ce qui complexifie beaucoup la chose, c'est que très souvent, quand on essaie de mettre quelque chose en place, une fonctionnalité comme la prise de rendez-vous, par exemple, on va se rendre compte que, comme je disais, l'adhésion, elle ne se fait pas uniquement côté patient, elle se fait aussi côté collaborateur. Et quand on se rend compte que sur le terrain, finalement, les collaborateurs n'utilisent pas forcément les applications de la même manière, alors qu'elles font la même chose, il faut justement aller les solliciter pour que, justement, qu'on prenne tous les use cases possibles. Vous renseignez peut-être le lieu de rendez-vous, l'équipe d'à côté, elle ne le fait peut-être pas. Et donc, il faut arriver et puis leur dire justement, on met ça en place, il faut le faire maintenant. Et donc, il faut arriver et puis changer ses habitudes. C'est pas facile, surtout qu'il y a certaines apps où on se rend compte qu'ils sont loin de l'utiliser comme elle est convenue. Mais voilà, ça complexifie encore plus la chose. Et puis, je pense que c'est le point que voulait expliquer Elena aussi par là. C'est que la prise de rendez-vous, c'est simple, mais pas si simple. On parle également d'un déploiement à large échelle. Les pilotes, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que tout le monde a accès à Concerto. Comment j'explique que je fais un pilote pour la navigation que pour l'unité 7BL? Parce que le jour où on pousse, tout le monde y a accès. Donc cette notion aussi de déploiement, elle doit être travaillée. Ça doit toucher un maximum de use cases et on doit pouvoir proposer un socle commun à tous et après faire du personnalisé, du spécifique par spécialité et par unité. Mais donc c'est-à-dire que dans notre façon de déployer, on doit avoir cette réflexion-là également parce que dès qu'on ouvre, on ouvre. On ouvre à tout à chacun. Et ce que précisait Artan, on fait un déploiement pour informer et communiquer aux patients de l'existence Concerto, et on fait ce même travail en parallèle de l'autre côté pour les collaborateurs et collaboratrices de l'institution, parce que c'est très gênant quand on nous dit « oui, mais finalement, le patient m'a montré qu'il savait avant que je sache ». Là, on apprécie peu et ça veut dire qu'il faut qu'on continue cette sensibilisation et cette information aux équipes médico-soignantes. Pour ça, on envoie des newsletters. Une fois tous les 2 mois, on envoie les dernières actualités. On a des soignants référents dans les unités qui, eux, reçoivent plus d'informations de la part de Claire et de la part de l'équipe. Donc, ils sont aussi les répondants pour le reste de l'unité qui pourront dire ah, « on vient de changer une fonction, on vient de changer un bouton, c'est plus facile pour telle et telle raison ». Typiquement, on a déployé sur les iPads institutionnels Concerto soignant. Ça pallie le problème de la connexion pour le patient qui n'a pas son numéro de téléphone renseigné dans DPA. Ou pour le patient qui finalement a un Samsung Nokia 3310, voilà, ça ne marchera pas. Je vous rassure, ils ne sont pas nombreux. C'est un grand challenge que j'avais beaucoup au début quand on présentait Concerto. On a peu de la patientèle des HUG qui n'a pas des devices qui répondent à Concerto. On a peu, c'est un très très petit pourcentage. Et pour cela, on a des iPads qui sont à disposition et sur lesquels on a mis Concerto soignant. Ça veut dire que moi, en tant que collaboratrice de l'institution, avec mes initiales, je peux me connecter de façon avec une authentification déléguée pour le patient et ensuite transmettre l'iPad au patient et ce dernier aura accès à Concerto. Je vous rassure, en tant que soignante, à ce moment-là, je ne serai pas responsable de ce que fait le patient avec l'iPad. Simplement, je lui ouvre la porte.
Une histoire de clé, de serrure, c'est simplement moi, en tant que référente HUG, qui lui donne accès. Alors, donnons un exemple un peu plus défini. Alors là-dessus, on fait très attention aussi à un aspect justement, c'est que Concerto donne de l'information, mais si on reprend cet exemple-là, par exemple pour les repas, ils sont gérés via WinRest. Ça ne change pas. Et donc typiquement, le patient qui a des envies ou des choses qu'il aimerait notifier, il le notifiera à son équipe qui, eux, le renseigneront dans WinRest. On n'a pas envie de laisser la main complètement au patient sur les modules comme les repas, par exemple. Typiquement, on limite aussi les quantités. On limite les suppléments aussi, parce qu'on n'a pas envie d'arriver, on a eu le cas une fois où on avait laissé ouvert et on arrive avec des plateaux qui font cette taille et finalement c'est que du gaspillage. Donc... Oui, alors, dans l'anamnèse autocomplétée, typiquement, on travaille avec les équipes du programme handicap, du programme Corail, le programme Cogéria, pour, in fine, pouvoir permettre aux patients de compléter de l'information spécifique à sa prise en charge. Donc typiquement, mais à nouveau, c'est un outil pour faciliter et favoriser l'interaction. Donc nous, ce qu'on ne veut pas, c'est que finalement, on part du principe « Ah, mais il n'a qu'à renseigner dans le Concerto, puis en tant que soignant, je ne veux pas faire ce travail d'échanger avec mon patient. » La personne qui a besoin d'aide pour l'alimentation, fréquemment, elle le dira, ou le soignant le verra ou le saura. Par contre, effectivement, dans le cadre du programme Corail, la famille qui explicite fréquemment la typologie de prise en charge spécifique à son patient, à son enfant, avec une pathologie rare et complexe, c'est important que cette information soit renseignée et pas répétée à chaque fois, et que l'équipe qui va recevoir le patient en électif, ça veut dire qu'on sait qu'il arrive, on a un rendez-vous qui est prévu, on a une hospitalisation qui est prévue, alors les coordinateurs de ces parcours-là ont de l'information, savent que le patient a besoin, lorsqu'il fera son IRM, d'être sédaté, d'être accompagné. Il s'avère qu'il n'a pas vu le dentiste depuis un moment, donc on peut organiser une pierre de coups. Il a besoin de voir le coiffeur. Enfin, tout ce qui permet au case manager de prendre en charge de façon la plus optimale possible le patient. Et donc, dans ces cas-là, l'anamnèse autocomplétée dans le use case que je vous présente par la famille prend tout son sens, parce qu'on transmettra de l'information. Par contre, je me suis cassé le bras, je suis en ortho et j'aurais besoin d'aide, j'ose prier que ce soit transparent et que j'ai pas besoin de le noter quelque part. Alors, Concerto, c'est que en français et on revient au tout début. L'information du système d'information des HUG, il est en français. Alors, on a beaucoup d'iconographie, on travaille beaucoup sur les pictos internationaux. On ne peut pas traduire l'information du système d'information. Par contre, si je prenais Concerto, nos briques techniques, nos services, nos API, nos microservices, tout le chenille de l'architecture technique, et j'allais le brancher à Saint-Gall, miraculeusement, il serait allemand. Donc, tout dépend de la source d'information que je récupère. Il s'avère que quand on renseigne de l'information, nous, en tant que personnel médico-soignant dans des pays, on le note en français, parce qu'entre nous, on écrit en français. Par contre, typiquement pour les menus, on avait fait le choix de mettre des iconographies. Parce qu'on ne voulait pas mettre des photos. Je ne suis pas sûre que regarder les plats, c'est ce qui soit le plus appétant. Par contre, la ludification de la composition du plat, moi, je ne suis pas sûre que j'arriverai à traduire en anglais les jolis mots artistiques qui décrivent le plat. Par contre, quand je vois l'image et j'arrive à me faire une idée. Pour la navigation, il y aura des fonctionnalités dans plusieurs langues, mais à nouveau, on indique gauche-droite, il y aura les flèches, il y aura les couleurs, et il y aura la possibilité aussi d'avoir une personne qui parle, qui raconte ce qu'on doit faire, et là, dans plusieurs langues. Mais on n'est pas des magiciens, on récupère l'information qui existe. Si l'information, elle est écrite dans d'autres langues, typiquement, j'ai des brochures en anglais, j'ai des brochures en portugais, j'ai des vidéos en italien, alors là, oui, on peut les mettre à disposition. Mais quand l'information du système, elle est dans une langue, on ne peut pas la retraduire. Après, je touche du bois, musique d'avenir, intelligence artificielle, tout ça. Peut-être qu'on aura des lexicones qui permettront de traduire automatiquement de façon élégante. À ce jour, Google Translate, il n'est pas au top,
parce que les dernières traductions qu'on a vues, elles étaient quand même assez drôles. Je te laisse raconter, Ertan, mais la petite anecdote, c'est qu'on a eu quelqu'un... Concerto, c'est une application, mais c'est aussi une plateforme web sur laquelle on peut accéder avec l'URL. Et un patient s'est amusé à traduire la page depuis donc son URL, ce qui fait que le pain perdu, je crois, ou je ne sais plus ce qu'il avait, ça s'est transformé en douleur quelque chose, parce que pain en anglais, pain, ça se transcrit comme douleur. Et donc il s'est retrouvé avec des traductions très bizarres. Donc en effet, comme dit Elena, hein, c'est quelque chose qui est faisable, mais c'est quelque chose qui est très dangereux, surtout quand on parle d'aspects médicaux. S'amuser à traduire avec un traducteur automatique, on n'y est pas. On n'y est pas encore. Mais à nouveau, hein, on parle d'intelligence artificielle dans l'institution. Nous, on espère qu'on aura maintenant de l'information structurée qui pourront ensuite être traduites dans différentes langues et être branchées sur des processeurs qui vous donneraient le même contenu avec un niveau d'information ou de littératie plus élevé, moins élevé, traduit dans vos langues. Musique d'avenir. Oui. Oui. Je vois ma collègue qui me fait le signe de la montre. Est-ce que vous avez encore d'autres questions ? Non ? J'espère qu'on a répondu, je vais vous apporter le micro, j'espère qu'on aura répondu à la thématique, présenter non pas seulement l'application en tant que telle, mais aussi le processus d'innovation qu'il y a derrière. Bonjour, Nathalie Massé, je suis infirmière pour la RAC. Nos patients, souvent, soit ils ne parlent pas français, soit ils ne savent pas lire, soit ils ne savent pas écrire. Et c'est ceux-là, finalement, avec qui on aurait besoin le plus d'échanger et qui nous donnent des données. Donc, finalement, je ne sais pas combien de patients ça peut toucher après. Vous avez dû faire une étude, j'imagine, de tous les patients qui ça peut toucher en idéal. Vous avez une idée de ça ? J'ai pas le chiffre exact en tête. J'ai les chiffres de 87% de patients qui sont le public cible pour notre patientèle au sein de l'institution. Après, on n'a pas fait une analyse approfondie de la typologie de patientèle allophone ou dans votre description analphabète. Je sais que quand on fait nos développements, on fait très attention d'avoir toujours un texte, une image et de la colorimétrie qui est suffisamment prononcée pour être sûr que ce soit le plus accessible possible. Par contre, typiquement, si votre patientèle, on leur demande de remplir des prompts, on va être en difficulté parce qu'on va avoir du mal, à part certaines, à les rendre intelligibles. J'ai juste une deuxième chose. Si nous, ça nous intéresse justement, comment on échange avec vous? Est-ce qu'on peut avoir l'organigramme ou alors un mail pour vous adresser vraiment les idées qu'on peut avoir finalement? C'est ce qui nous intéresserait, de pouvoir communiquer facilement avec vous. Alors, parfait. Vous avez sur votre chaise, voilà. Vous avez à l'arrière le flyer, mais sinon, vous avez juste à taper concerto@hcge.ch. C'est l'adresse générique. Après, évidemment, on renverra, donc si vous avez renseigné sur la petite fiche qui vous êtes présent aujourd'hui, on renverra un merci, puis on enverra la présentation, donc vous aurez nos noms également. Et l'objectif pour nous, c'est de justement prendre vos retours pour vous accompagner à développer la fonctionnalité qui correspond à votre public. Et pour ça, on a deux mécanismes. Un, on prend rendez-vous ensemble et on découvre ce qui existe et on mutualise avec les autres projets. À nouveau, un microservice pour l'un peut être utile pour l'autre, etc. Et puis après, le succès qui marche bien à chaque fois, c'est les hackathons. Prochain hackathon, c'est le 22-23 mars 2024. Moi, je souris parce que j'adore le 22, 23, 24. Je trouve que ça va être parfait. On va pouvoir faire des designs intéressants. Et je regarde mon équipe parce que je suis toute seule à me réjouir de ce fait numérique. Donc, le 22, 23 mars 2024, on aura le prochain hackathon où on a les équipes Concerto, où on a des équipes métiers, où on a nos patients partenaires qui viennent fréquemment aussi. Et en fait, on arrive à faire l'équivalent de 6 mois de réunion en 48 heures durant le hackathon et on développe les bases, pas l'entièreté du projet, mais les bases techniques et toute la business analyse et la définition d'expérience utilisateur durant le hackathon. Donc nous, c'est vraiment notre fast tracker de fonctionnalités. Donc, je vous invite à tous à vous inscrire ou à soumettre vos projets. Et sinon, effectivement, il vous suffit de nous écrire et on prend rendez-vous avec plaisir. Je fais un tout dernier laïus puisqu'on a une séance. Je ne sais pas si vous avez encore une question.
Oui, vous avez parlé de la chirurgie et du parcours du patient en chirurgie. Oui. Donc ça existe déjà. Non, c'est en cours et c'est pour ça que je souris. Je suis très contente que vous soyez juste là. Vous faites partie des personnes que je viens voir juste après quand on passe au sandwich. C'est un projet qui a été lancé en 2019 avec nos 2 référents métiers qui sont partis des HUG et donc qui est relancé avec les nouvelles équipes. Et c'est pour ça qu'on se réjouit avec Tiffany de pouvoir reprendre contact et relancer un peu la suite. Il faut savoir que la schématisation du parcours du patient au sein de l'institution, c'est pas spécifique à la chirurgie. Il s'avère que la chirurgie, c'est l'endroit où c'était le plus rythmé et facile à représenter pour le patient, mais ça fait partie des projets, et je regarde ma collègue Anne-Laure, pour lequel on travaille dans le cadre du plan stratégique institutionnel Vision 20+5, qui sont également nos collègues de la même salle, de la même équipe, etc., puisque le lien et la puissance de ce qu'on fait, c'est qu'on travaille tous ensemble constamment. Parce que finalement, des pays registeurs, ça pourrait être relié aussi. Hein. Pas tout de suite, mais oui. C'est la même chose. Oui, en fait, c'est des aspects plus techniques, mais moi, ça me paraît. Oui. Mais au même titre, en fait, on attend Protocare qui permettra la linéarisation parfaite de la schématisation du parcours patient. Et le cas de la chirurgie, c'est ce qui est le plus simple parce qu'on sait quelles sont les grandes étapes. Le parcours en médecine, il est un tout petit peu plus compliqué à part entrer, OSP est sorti, le reste est un peu mitigé. Alors que la chirurgie, on sait qu'on a une consultation anesthésique, on sait qu'on a un rendez-vous opératoire. Enfin, les grosses étapes, on les connaît. D'accord. Et vous les connaissez par ailleurs beaucoup mieux que moi. Mais... Merci beaucoup. J'en profite puisque c'est déjà l'heure. Nous avons des sandwichs au fond de la salle. N'hésitez pas à vous servir. On a les machines à café qui sont prêtes et allumées. Et ce jeudi, pour ceux qui sont intéressés, on a notre autre événement, la semaine de l'entrepreneuriat, qui est un Innomite en fin de journée je regarde mes collègues, 17h, ici au Centre de l'Innovation, où on reparlera du processus d'innovation et d'entrepreneuriat pour les HUG, pour les collaborateurs et pour les patients, et l'ouverture sur l'ensemble du réseau Genevois avec nos partenaires ici présents. Je te remercie, Olivier, d'être avec nous et de représenter les partenaires genevois avec lesquels on collabore, et puisque le Centre d'innovation est à disposition et au service des collaborateurs et collaboratrices de l'institution. Ce jeudi à 17h, ici même. Merci beaucoup, merci de votre attention. Merci.